Neurophysiologie, vidéo 1, formation et propagation du potentiel d'action. Alors avant de démarrer, peut-être est-il bon de déterminer de quoi il est question, de quoi on parle. Qu'est-ce que la physiologie? C'est la science qui étudie les fonctions ainsi que les propriétés des tissus des organismes vivants, humains, végétaux ou autres. Neuro fait référence aux neurones, l'unité de base du système nerveux. La neurophysiologie, c'est donc le fonctionnement du neurone, mais aussi par extension de la synapse, mais aussi des éléments sur les cellules gliales. L'objet de ce cours, ça va être de traiter de la transmission de l'information dans le système nerveux et ses supports. L'information dans le système nerveux circule sous deux formes, je l'ai déjà dit. Tout d'abord sous forme électrique, le long des neurones, ce sont les potentiels d'action. Et d'un neurone à l'autre, dans les synapses, sous forme chimique, grâce aux neurotransmetteurs. Nous allons d'abord voir le potentiel d'action. Dans un premier temps, nous allons expliquer ce qu'est le potentiel de repos, à savoir l'activité d'un neurone lorsqu'on le laisse tranquille, lorsqu'il ne fait rien. Pour expliquer ça, il faut s'intéresser à la polarité, aux différences de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur d'un neurone. Si on s'intéresse à la membrane d'un neurone, sur un axone par exemple, on observe qu'il est constitué de protéines et de lipides qui soutiennent l'ensemble. Ces protéines ont pour caractéristique de former des canaux ioniques. Qu'est-ce qu'un canal ionique? C'est un canal qui peut laisser passer des ions spécifiquement. Il y a des canaux ioniques qui laissent passer le sodium, d'autres le potassium, etc. On verra un petit peu plus tard. J'ai mis en haut à droite, pour rappel pour ceux qui auraient oublié ce qu'ils ont fait au lycée, ce qu'est un ion. Les ions sont des atomes chargés négativement, positivement quand on parle de cations. Donc, ces canaux ioniques laissent passer spécifiquement des ions lorsqu'ils sont ouverts. Ils ont aussi pour fonction de faire passer de manière active cette fois-ci des ions de l'intérieur vers l'extérieur du neurone et inversement. Si on regarde d'un petit peu près la membrane d'un neurone, là vous avez à gauche un axone, on observe qu'il est chargé négativement à l'intérieur, positivement à l'intérieur, la différence de potentiel étant environ de moins 70 millivolts. On voit que les deux, intérieur et extérieur, sont bien séparés par cette membrane lipidique, et en réalité, les ions ne peuvent pas passer. Alors quand on dit qu'ils ne peuvent pas passer, c'est un tout petit peu excessif, il y a un petit peu de sortie de potassium, un petit peu d'entrée de sodium par diffusion. Quoi qu'il en soit, on trouve le potassium à l'intérieur, comme entouré en rouge, et le sodium majoritairement à l'extérieur. Si on enregistre la différence de potentiel avec une espèce de voltmètre, on observe une différence entre intérieur et extérieur de moins 70 millivolts, tout au moins chez l'homme. Donc, si on résume par cette figure, j'ai une différence de potentiel, comme l'indique le voltmètre, de moins 70 millivolts, du sodium Na+ à l'extérieur, du potassium K+ à l'intérieur, et représenté le long de la membrane cellulaire des canaux ioniques, bleus des canaux ioniques qui laisseraient passer, s'ils étaient ouverts, le sodium, et orange s'ils étaient ouverts, qui laisseraient passer le potassium. On est là sur un neurone au repos. Comme je l'ai dit, les canaux ioniques ont la capacité de s'ouvrir pour laisser passer des ions, et c'est spécifiquement certains ions. Qu'est-ce qui se passe s'ils s'ouvrent? Tout simplement, pour des raisons de loi chimique basique, qu'on appelle la force de diffusion, si vous avez une forte concentration d'ions d'un côté, une faible concentration d'ions de l'autre côté, si vous aurez le passage entre les deux côtés, il va y avoir un échange et il va y avoir tendance à l'uniformisation pour qu'il y ait une même concentration d'ions à droite et à gauche. C'est la même chose avec la force électrostatique qui tend à rétablir l'égalité des charges positives et négatives de part et d'autre de la membrane. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ouvre les canaux ioniques?
Eh bien, il y a de manière passive, tout simplement pour des raisons de loi chimique, un échange d'ions d'une concentration supérieure vers une concentration inférieure, avec une tendance à l'uniformisation. C'est dur à dire. Donc on a vu là, eh bien, un neurone au repos. On va voir maintenant le potentiel d'action. Qu'est-ce que le potentiel d'action? Si on résume, c'est une brusque modification du potentiel de repos. Je vous ai dit qu'il était de moins 70 millivolts pour un neurone au repos. Il va passer tout d'un coup, brutalement, aux alentours de 30, plus 30. Et il va ensuite, d'ailleurs, revenir à moins 70, c'est ce qu'on va détailler maintenant. Alors si on prend la figure qui est en bas du diaporama, on voit sur la gauche indiqué stimulation supérieure à 15 millivolts. Donc, si je stimule mon neurone qui était tranquillement au repos, si je le stimule à plus de 15 millivolts, qu'est-ce que je peux observer? Dans une première étape, les canaux ioniques au sodium s'ouvrent. La conséquence immédiate, comme on l'a vu juste avant, eh bien, le sodium va avoir tendance à rentrer pour atteindre l'uniformisation de part et d'autre de la cellule, puisque les portes sont ouvertes, ce qui modifie brutalement le potentiel, qui va passer de moins 70 millivolts à plus 30 millivolts. C'est une phase de dépolarisation. C'est la première étape. Une stimulation induit ouverture des canaux ioniques sodium et dépolarisation. L'étape suivante, ces canaux sodium vont se fermer et les canaux potassium vont s'ouvrir. Il va y avoir une sortie donc, des ions potassium qui va générer une repolarisation. On va redescendre à moins 70 millivolts, avec même une légère hyperpolarisation, on va descendre un petit peu plus bas que moins 70 millivolts. Troisième étape, les canaux potassium vont se fermer. On a là, à ce moment-là, un équilibre à nouveau aux alentours de moins 70 millivolts, mais avec des équilibres ioniques, potassium et sodium, qui n'étaient pas les mêmes qu'avant la stimulation. Alors, qu'est-ce qui a fait que mes canaux ioniques, sodium puis potassium, se sont ouverts? C'est parce qu'on a fait une stimulation électrique. Donc, qu'est-ce qui a déclenché l'ouverture des canaux? C'est un processus voltage. On dit que les canaux ioniques sont voltage dépendants. Ce qui décide de leur ouverture, c'est un processus électrique. Quelle que soit l'amplitude de la stimulation, liminaire, il faut quand même une stimulation minimum, mais à partir du moment où il y a stimulation suffisante pour que les canaux ioniques s'ouvrent, on observe une dépolarisation de 30 à 40 millivolts. On part de moins 70 pour monter à 30-40. Que la stimulation soit de 15 millivolts, 16 millivolts, 17 millivolts, on observera la même chose. Il n'y a pas de petit ou de grand potentiel d'action, il y a ou il n'y a pas de potentiel d'action. On dit donc que le potentiel d'action fonctionne selon une loi du tout ou rien. Si on résume, j'ai à gauche ma membrane qui est au repos, potentiel de repos, avec les canaux en orange potassium et en bleu sodium fermés. Une stimulation va générer l'ouverture des canaux sodium, ouverture du sodium et, comme on le voit en haut de la figure, un changement de différence de potentiel. On va passer à plus 15 environ, un petit peu plus même. Étape suivante, fermeture des canaux sodium, ouverture des canaux potassium, repolarisation et même hyperpolarisation indiquée par la petite bosse en bas. Et puis on retourne au potentiel de repos. Cet échange d'ions est suivi par deux processus fondamentaux. Tout d'abord, il va s'agir, pour que ça puisse fonctionner la prochaine fois, de remettre le sodium à l'extérieur et le potassium à l'intérieur. Ce mécanisme est possible grâce à un mécanisme actif, on dit de pompe à ions, et ça va pomper les ions et les remettre à l'extérieur ou à l'intérieur selon. On va remettre le sodium en extracellulaire et le potassium en intracellulaire. Ces mécanismes, donc actifs, consomment de l'énergie, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la diffusion, qui était un mécanisme passif.
Deuxième processus fondamental, la période dite réfractaire. Lorsque mes canaux ioniques, potassium et sodium ont été ouverts, ils ne vont plus pouvoir s'ouvrir pendant une période d'environ 1 milliseconde. Ça peut paraître peu, à l'échelle du système nerveux, c'est beaucoup. On a là un résumé des différentes étapes. Curieusement, ce résumé commence en bas à gauche. Donc en 1, on a le potentiel de repos avec les canaux fermés. En 2, suite à une stimulation, ouverture des canaux sodium, donc étape 2 qu'on retrouve sur le schéma, la figure du milieu. Étape 3, fermeture des canaux sodium, ouverture des canaux potassium. Étape 4, tout le monde est fermé. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est comment est généré un potentiel d'action. Localement, une stimulation électrique génère un potentiel d'action. Ce potentiel d'action, il va se propager le long de l'axone. Il y a deux manières de le faire. Il va se propager soit, on dit de proche en proche, soit selon une propagation dite saltatoire, donc par saut, il va sauter. Ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Si je stimule ma membrane lorsqu'on a un neurone au repos, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Le neurone est au repos. Il va y avoir ouverture des canaux ioniques, mais les ions, ils ne vont pas rester comme ça juste en face du canal ionique. Ils vont se propager de part et d'autre des canaux ioniques ouverts et aller vers les canaux ioniques qui sont à côté. Le fait que des ions sodium à l'intérieur de la cellule et que des ions potassium à l'extérieur de la cellule arrivent au canal ionique d'à côté, ça va modifier la polarité. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va ouvrir les canaux ioniques d'à côté. Il va y avoir entrée de sodium, sortie de potassium, ces ions vont se répartir de part et d'autre, et les canaux ioniques qui étaient à côté, qui étaient fermés, vont être ouverts du fait de cette nouvelle polarité, etc., etc. La conduction de proche en proche, si je résume, c'est l'ouverture des canaux ioniques qui génère des échanges d'ions. Ces ions vont se déplacer de part et d'autre des canaux ouverts. Ça va modifier la polarité juste à côté. Ça va ouvrir les canaux. Il va y avoir échange d'ions. Ça va modifier la polarité juste à côté, etc., etc. L'autre forme de conduction est la conduction dite saltatoire. On a déjà vu cette figure tout à l'heure, quand je vous ai parlé des oligodendrocytes et de la gaine de myéline. La gaine de myéline entoure les axones. En fait, sur cette figure, on voit l'oligodendrocyte qui s'enroule autour de l'axone, mais entre deux enroulements, on voit un creux que l'on appelle les nœuds de Ranvier. La myéline qui est autour de l'axone est imperméable aux ions, ça ne permet pas l'échange ionique tel qu'on vient de le voir entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. En revanche, au niveau des nœuds de Ranvier, on a une membrane normale. En fait, on retrouve dans la conduction saltatoire un peu les mêmes processus que dans la conduction de proche en proche, sauf que cette fois, la conduction se fait de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, et donc beaucoup plus rapidement. On voit là sous une autre représentation, on a notre axone de neurones et est représenté en flèche rouge, la propagation du potentiel d'action de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Alors les différences entre la propagation de proche en proche d'une part et saltatoire d'autre part n'est pas anecdotique. On peut voir là, par exemple, que sur des fibres non myélinisées, des fibres qui ne contiennent pas de myéline, le déplacement du potentiel d'action, sa vitesse est environ 3 mètres par seconde. Alors à l'échelle d'un être humain, 3 mètres par seconde, ça fait vite, mais quand même. En revanche, sur une fibre myélinisée, ça peut aller de 10 à 100 mètres secondes de vitesse de propagation du potentiel d'action. Alors, cette vitesse de conduction dans les fibres myélinisées dépend aussi de la taille de la fibre, pour le proche en proche aussi, soit dit en passant. Donc, la myéline permet, par
la conduction saltatoire, d'accélérer, de faire en sorte que le potentiel d'action se propage plus rapidement que s'il n'y avait que de la conduction de proche en proche. Enfin, dernier petit point sur cette propagation, je vous ai dit tout à l'heure que la conduction des potentiels d'action allait dans une direction, mais la question c'est, est-ce qu'il est possible qu'un signal nerveux passe par une même fibre dans un sens et dans l'autre? La réponse est clairement non. La conduction du potentiel d'action est, on dit, unidirectionnelle. Autrement dit, il n'y a pas un message qui passe dans un sens et un message qui passe dans l'autre. Alors il va falloir expliquer ça un petit peu quand même. Si je stimule un neurone au milieu de l'axone, qu'est-ce qu'on a dit? Je stimule de manière liminaire, au moins 15 millivolts. Si je stimule, qu'est-ce que j'observe? Ouverture des canaux ioniques, échange d'ions, modification de la polarité, et on a alors ouverture des canaux ioniques de part et d'autre, qui vont eux-mêmes permettre le passage des ions, puis ouverture de part et d'autre, etc., etc. Donc, s'il n'y avait que ce processus, eh bien, on pourrait dire qu'il n'y a pas de raison que le message ne passe pas dans une direction et dans l'autre. Et pourtant, en situation physiologique, en situation réelle, le message ne se propage que dans une seule direction. La question, c'est pourquoi? En fait, la raison est, entre autres, anatomique. Le PA n'est pas généré comme ça, n'importe où, au milieu d'un neurone. Le PA, le potentiel d'action, est généré à un endroit précis du neurone que l'on appelle la zone gâchette. En fait, sur la zone gâchette, on trouve les premiers canaux ioniques qui vont s'ouvrir. Par exemple, sur un neurone multipolaire, la zone gâchette se trouve à l'intersection du soma et de l'axone. Lorsque le neurone est activé, le potentiel d'action part de la zone gâchette en direction de la zone. On voit la même chose sur un neurone unipolaire, où là, la zone gâchette se trouve à la réunification des dendrites, et le message va se transmettre vers l'axone. Puis pareil pour un neurone bipolaire, troisième exemple. Donc, le message est généré au niveau de la zone gâchette, il va se transmettre juste à côté, mais pourquoi il ne revient pas en arrière? On l'a déjà dit, la période réfractaire empêche les canaux ioniques de se rouvrir pendant une courte période, mais suffisante pour que le message ne revienne pas en arrière. Par conséquent, le signal, le potentiel d'action, ne peut se propager que de la zone gâchette vers l'extrémité de l'axone.